intéressant, c'est de savoir comment, dans le fond, les tendances, les observations, les comportements dans les événements réels sont modifiés par les technologies qui existent. Comment est-ce que, dans le fond, on vit un événement différemment avec les nouvelles technologies que l'événement qu'on vivait préalablement. Donc, c'est sur ces points-là que je vais un petit peu parler avec vous cet après-midi. Voilà, je pense que vous connaissez tous cette photo. C'est des photos de flash mobs qui se sont passées. Tout le monde sait à peu près ce que c'est qu'une flash mob? Je pense que oui, non, oui. Bon, les flash mobs, c'est des événements qui sont nés un petit peu par les médias sociaux, par des convocations ultra rapides de gens qui, par le biais du digital, décident de se réunir à un moment pour faire une performance qui est de nature souvent culturelle, visuelle, artistique. Là, en l'occurrence, dans les flash mobs les plus connus, ce sont des batailles de coussins improvisés. Je ne sais pas si vous avez tous suivi ça. À un moment, donc des gens qui se fixaient rendez-vous par les médias sociaux pour une bataille de coussins d'une dizaine de secondes et qui ensuite se disparaissaient, enfin se répartissaient de nouveau dans les villes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça se passait dans plusieurs villes en même temps, de manière non coordonnée. Il n'y avait pas d'organisateur et ça durait 10 secondes, ça passait un message et ça disparaissait. Et je pense que ce modèle est intéressant parce qu'on y retrouve beaucoup des éléments dans comment est-ce que le digital a pu contribuer à modifier, même là en l'occurrence on n'est pas dans l'environnement professionnel, mais comment est-ce que le digital a contribué à modifier un peu les règles du jeu sur ce marché de l'événementiel. Alors je vais vous parler un petit peu de Lyft, ce qu'on est, ce qu'on essaie de faire. Je vais parler ensuite de quelques éléments sur le rôle, la relation communauté et événement, quelques nouveaux formats d'événements, ensuite peut-être du rôle des technologies dans le cadre avant l'événement, comment est-ce que dans le fond les technologies existent, permettent de vendre, de commercialiser différemment un événement dans le cadre du live marketing, les technologies pendant l'événement et ensuite quelques éléments de conclusion avec une tentative de modéliser, généraliser, tirer quelques enseignements voilà, qui pourraient inspirer quelques personnes. Ce qu'on est, Lyft, nous sommes un organisateur de conférences au départ, simplement on est un organisateur de conférences construit sur une communauté. Notre métier c'est de réfléchir au futur, c'est de se poser la question de savoir « What can the future do for you ?» Dans quelle mesure aujourd'hui les technologies ne constituent pas des menaces pour les business models et les entreprises, mais constituent des opportunités sur lesquelles construire. On travaille là-dessus, on monte plusieurs conférences, l'activité a commencé en 2006, aujourd'hui on a 1000 participants en gros dans nos conférences, la dernière a eu lieu à Genève au mois de mai, on a la prochaine qui ouvre dans une dizaine de jours à Marseille. On va aborder des sujets comme les nouvelles manières de concevoir les produits, les nouveaux interfaces, la manière avec laquelle on construit les nouveaux objets dans les physiques, hein, véritablement, avec les nouvelles technologies. Donc, c'est les thèmes que l'on va aborder, tout ce qui est lié aux données, à la liberté des données, toute une série de thèmes qui sont un petit peu prospectifs pour le futur. Nous sommes présents à Genève, en Corée, à Séoul, puisqu'on est convaincu que les échanges entre les différentes cultures intercontinentaux créent de la valeur dans cette analyse de l'impact des nouvelles technologies. Nous sommes présents également à Marseille, je l'ai évoqué, et bientôt à Maastricht en Hollande. Notre rôle en tant qu'organisateur, donc nous avons nos propres événements qui s'appellent Lyft. Nous coproduisons également des événements avec des partenaires locaux, souvent des think tanks. Donc nous matérialisons la thématique dans un territoire donné, par exemple, lorsque un think tank, par exemple, hollandais, nous demande de bien vouloir inventer un événement autour du thème du jeu, nous le faisons avec lui. Nous avons également quelques idées sur comment est-ce qu'on peut insuffler dans des événements de type traditionnel une composante Lyft, on appelle ça Lyft Inside. J'espère qu'il n'y a personne d'Intel dans la salle. Et puis, nous avons également dans ce qu'on appelle des événements communautaires, donc c'est un peu la version top-aware de Lyft, dans laquelle, en fait, sur la base de la communauté, qui compte en gros 10 000 membres, la communauté elle-même décide d'organiser des micro-événements chez elle, sans forcément grande structure et grande organisation, si c'est un agenda qu'elle a à disposition, et puis elle réunit autour d'elle un élément qui s'appelle un Lyft Atome. Ça se passe donc quelque part à la maison. Également sur Lyft, donc je l'ai évoqué, un organisateur d'événements, nous animons la communauté, nous créons des contenus, etc., etc. Une petite société de conseil dans laquelle nous faisons également d'activités de gestion d'innovation, de mise en place de programmes d'innovation dans les entreprises. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? Comment est-ce que l'on peut utiliser les technologies pour faire de l'innovation? Il y a des choses extrêmement intéressantes qui se passent autour de ce terme. Vous avez sans doute entendu parler de crowdsourcing, l'idée de mobiliser la foule pour générer des nouvelles idées à l'intérieur d'une entreprise. Des thèmes aussi autour du géomarketing, notamment l'utilisation de tout ce qui est outils
de traces digitales. Donc on sait qu'aujourd'hui les comportements peuvent être examinés, suivis par le biais des traces digitales qu'elles laissent sur les réseaux en particulier. Donc où se déplacent les gens, qu'est-ce qui est intéressant en fonction des déplacements dans une ville, en fonction des déplacements dans un centre d'exposition, dans un événement. Et puis également tout ce qui touche aux interfaces homme-machine. La définition, on va dire, posée à un moment par un auteur relativement connu, qui est un ancien de Forrester, qui a un petit peu théorisé, on va dire, ce qu'était une conférence, ce qu'était une communauté online. C'est avant tout un groupe de gens qui partagent un intérêt commun sur une plateforme qu'ils ont choisi d'adopter. Donc c'est pas compliqué, c'est un intérêt, un outil, une plateforme et des gens qui interagissent par le biais de cette plateforme. Alors, la composante, elle est importante. Donc tout ça est tout à fait virtuel. Donc c'est la définition d'une communauté virtuelle. Donc à un moment, pourquoi ces gens décident, alors qu'ils sont très bien dans leur confort, ils chattent, ils s'interpellent, ils s'envoient des mails, des tweets, du Facebook, etc. Pourquoi à un moment, tous ces gens décident finalement de se réunir physiquement au même endroit? Je pense que pour les mêmes raisons qu'a évoqué Sébastien tout à l'heure, parce que la nécessité de se réunir fait véritablement partie des besoins de l'être humain, et aujourd'hui est l'élément probablement constitutif de la valeur du rapport d'échange. Donc c'est un point qui est important, mais au départ, il y a un outil et des gens qui interagissent autour d'un thème. Alors, dans le fond, rien de nouveau. Quand on réfléchit à est-ce que tout ça est nouveau, est-ce que des gens qui interagissent sur Internet et qui se retrouvent ensuite dans une salle, c'est nouveau? Je ne crois pas. Ça existe dans toute une série d'industries. Alors, vous connaissez tous les jeux, les LAN parties, qui étaient l'incarnation ultime de tout ça, dans lequel tout d'un coup, alors là, effectivement, Victor, il y a 2000 ou 3000 geeks se retrouvaient connectés ensemble avec autant d'écrans qui sont les points blancs pour jouer 24 heures de suite. Rien de nouveau, finalement. Tout ça. Je te trompe, je ne sais pas. Des choses maintenant très classiques. Tout le monde connaît aujourd'hui les rassemblements phénoménaux qui ont suivi notamment la mort de Michael Jackson, avec des flash mobs également, avec même un concert quelque part, et une réunion entre des personnes qui partagent un même intérêt pour un je vois qu'il y a M. Ribert dans la salle, il est sans doute convaincu de tout ça. Il n'y a rien non plus de nouveau, donc des gens qui se réunissent physiquement pour partager un intérêt, rien de nouveau. La politique, vous connaissez tous ce qui s'est passé en Iran récemment, dans lequel les médias sociaux ont servi de facteur de mobilisation pour des grandes manifestations. Même des choses un peu plus triviales. Je vous encourage à aller jeter un petit coup d'œil sur cette clinique. Donc c'est un groupe américain qui fait dans la santé, qui a un site web extrêmement touffu, fourni, avec qui lance des programmes de recherche, qui fait témoigner ses patients sur le fait de raconter leur expérience, de comment ils ont été traités, et puis qui à un moment mobilise des fonds en organisant des marches. Alors là aussi, donc on voit bien du virtuel, des gens qui interagissent, qui à un moment décident de se réunir pour aller marcher, pour aller lever des fonds pour le traitement de la mononucléose, je sais pas quoi, bref, etc., etc. Donc dans le fond, cette relation entre un intérêt, une plateforme, une communauté, et des gens qui se réunissent dans une salle, rien de nouveau. Ça date depuis bien longtemps. Les plateformes. Ce slide est épouvantable, mais il a pour fonction de montrer qu'il est épouvantable. Le paysage aujourd'hui des plateformes digitales existantes est juste absolument phénoménal. Il en existe un très très grand nombre qui couvrent toute une série de domaines. Ce schéma-là est juste une des multiples tentatives d'essayer d'organiser, de le proposer. Vous en trouverez 52 000 autres sur Internet. Le fait est